paysage à l'horizon, le vent gonflait des vagues que crevaient finalement les galets. Le hameau tenait dans ses mains les mains d'Helena, et sous la table leurs jambes étaient entrecroisées. Le hameau tenait dans ses mains les mains d'Helena et lui déclarait son amour. Il lui déclarait son amour en termes contenus, mais gonflés par le désir, et sous la table leurs jambes étaient entrecroisées. Le désir l'étranglait, lui vidait la capsule crânienne, lui pétrissait l'estomac comme une faim, lui contractait les entrailles et lui meurtrissait les reins. La mer était la même qu'au premier jour. Helena toujours plus belle, il sentait à travers deux épaisseurs de matériaux tissés, le drap de son pantalon et la laine de ses bas, sa chair. De sa chair, il pressait peu entre ses mains, car elle les avait maigres et osseuses comme un garçon. Mais du mollet, il remontait pensivement à la cuisse, et retrouvant l'ampleur des hanches et la fermeté probable des fesses, il se tut. Helena dégagea ses jambes et retira ses mains d'entre les siennes, et levant les yeux regarda encore cet homme qui semblait prendre l'amour si au sérieux. L'amour, pas même une affaire, un flirt, et qui semblait vouloir transformer une promenade sentimentale en quelque chose de tragique et de physiologique. Cet homme n'était après tout qu'un élément du paysage, paysage de voyage, paysage de guerre, et cependant un élément suffisamment convaincant pour qu'elle pût perdre sa virginité, un Frenchie bien sûr, seulement un Frenchie, mais tout de même un homme qui prenait l'amour au sérieux, qui prenait au sérieux l'amour. Elle frissonna. Il lui parut urgent de causer d'une causerie convenue. Captain K prétend que l'area contrôleur songerait à me déplacer. Elle n'ignore rien de mes sorties avec vous. Bah, dit le hameau, j'arrangerai cela. D'ailleurs, que faites-vous de mal? Rien. Encore rien. Encore. Je plaisantais, dit le hameau. Il lui reprit la main et la caressa, puis il lui vint à l'idée de l'embrasser, préliminaire facile, mais qu'il n'était pas aisé de pratiquer maintenant, ainsi séparé par la largeur d'une table de café. Il examina l'horizon déjà nocturne et dit, ce qui était d'ailleurs exact, il ne pleut plus, et proposa, si nous sortions, et ils sortirent. Sur le boulevard noir de pluie étalé, sous le ciel désétoilé, boueux de nuages, ils se trouvèrent seuls. Il faisait froid, il faisait humide. Le phare tournant tournait. Vent et mer continuaient à se rompre. Le hameau et Miss Weeds s'arrêtèrent pour déchiffrer l'horizon. Une lanterne dégringola du haut en bas du boulevard. C'était un tramway, une ferraille nocturne. Le hameau saisit Miss Weeds par les épaules et l'embrassa. Ce n'était pas la première fois qu'un homme l'embrassait. Qu'est-ce que ça prouvait? Elle s'étonnait simplement que le Frenchie fût si modeste, se contentant d'écraser ses lèvres contre les siennes. Elle entr'ouvrit la bouche. La main de le hameau descendait vers ses reins. Elle se dégagea. Il fermait les yeux. Il s'appuya sur la balustrade qui séparait le boulevard de la plage, se pencha vers les galets comme un orateur vers une foule. Il n'avait pas embrassé de femme depuis 13 ans.
s'embrassèrent pas, mais se serrèrent la main poliment. Le hameau tenta vaguement d'allonger le temps de cette poignée de main, de retenir dans sa main la main d'Helena, mais elle s'échappa comme un ruisseau de mercure. Il se retrouva seul et bien seul, seul contre la nuit trébuchant. Du vide qui l'emplissait, il essaya de faire surgir cette estimation qu'il n'avait pas encore couché avec elle, Helena, mais cette appréciation n'était pas sincère. Il s'abîmait dans le goût de ce baiser, revivifiant des souvenirs plus anciens, beaucoup plus anciens. Seule sa dignité l'empêchait de sangloter. Tout de même, il se moucha. Il aurait voulu avoir la compagnie d'un enfant, d'Annette par exemple. Il la presserait contre lui et ils pleureraient ensemble. Mais alors il revint à sa pensée première. Il n'avait pas encore couché avec elle, Helena. Il revint à sa pensée première et la sentit sincère. Il se mit à la ruminer avec rage. Un jour, il l'emmènerait chez lui ou dans une chambre d'hôtel et il coucherait avec elle. Il coucherait. Il coucherait avec elle, Helena, comme un animal docile qui cherche à plaire à son maître. Ses pas l'avaient conduit jusque devant la boutique de Madame du Tertre. Il entra, il avait l'air hébété, il avait l'aspect d'un épileptique qui va choir sur le sol disloqué par son mal. Mais Madame du Tertre ne s'en aperçut point. « Ah, les bandits !» s'écria-t-elle dès qu'elle le vit. « Ah, les brutes !» s'écria-t-elle. « Ah, les salauds! Ils m'ont tué mon chat !» « Qui donc ?» demanda le hameau que ces exécrations n'avaient point tiré hors de sa rumination. Tandis qu'elle se déshabillerait, il se détournerait par pudeur, et il la retrouverait dans son lit, peut-être nue. Madame du Tertre lui répondit. Qui voulez-vous que ça soit? Mes voisins, ces sales havrais, quelle racaille! Je l'ai trouvé raide mort, les reins cassés, la pauvre bête. Un chien peut-être, suggéra le hameau qui se trouvait encore très loin. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des chiens, ces sauvages? Ils ont des chiens pour tuer mes chats, c'est tout. Ah, monsieur le hameau, ce monde pue d'horreur. Ah, monsieur le hameau, la vilainie de mes contemporains. Ah, monsieur le hameau, la tristesse de cette existence. Et ce n'est pas la nature qui est responsable, monsieur le hameau, car la nature est bonne. Ce n'est pas la nature qui est responsable, ce sont les hommes. Les hommes, ils sont indécrottables. Les idées les plus belles, les pensées les plus généreuses, qu'est-ce qu'ils en font? Un gâchis sanglant ou de la cendre. Voyez-vous ce qu'ils ont fait du Christ? Ils l'ont crucifié avec ses perles, les pourceaux. Et Socrate, qu'est-ce que l'humanité en a fait de Socrate? Elle l'a empoisonné, comme une mégère qui veut se débarrasser d'un époux. Et Jeanne d'Arc, on l'a brûlée. Et Jaurès, on l'a assassiné. Ça, c'était pas béni, dit le hameau. Et pour revenir au Havre, continua Madame du Tertre, sans se préoccuper de l'interruption, regardez-les tous, les bourgeois, des cochons avides, des gloutons, et d'un égoïsme bois, 3 fois bois. Les ouvriers, des brutes, des âmes mortes, des moutons muets ou des aigris, des bornés aveuglés par leur haine des riches. Ah, monsieur le hameau, je me sens en exil. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toutes ces affreuses gens? Il n'y a que vous qui me soyez sympathique, monsieur le hameau, très sympathique. Il n'y a que vous qui puissiez me comprendre. Monsieur Frédéric étant parvenu au bout de sa dose quotidienne de Luther, émergea de l'arrière-boutique et fit son apparition. Madame du Tertre se tut, et le hameau n'entendit plus que
avec son handicap, les rejoignant ici même, à l'intersection de leur biographie. Pour chacun, ce temps avait débuté par quelques apparences anecdotiques qu'ils auraient pu mutuellement se raconter s'ils avaient entrepris une conversation sur ce sujet. Mon plus ancien souvenir, mais ils demeurèrent là tous trois muets pendant quelques secondes, mâchant péniblement cette durée qui leur collait aux dents, comme du caramel sans pouvoir l'avaler. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Frédéric, dit Madame du Tertre à Le Hameau. Monsieur Frédéric, Monsieur Le Hameau est un de mes vieux et fidèles clients. Très honoré de faire la connaissance d'un officier de cette admirable armée française, dit Monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric est suisse, dit Madame du Tertre. Enchanté, dit Le Hameau. De nouveau, l'on n'entendit plus que ronronner le gaz. Monsieur Frédéric mit son pardessus. Le Hameau le regardait chercher convulsivement une manche pendante derrière son dos. Il ne l'aida pas. Il dit « Je crois que je vais m'en aller aussi. »« Oui, dit Madame du Tertre, je vais fermer. » Les mots leur coulaient des lèvres, épais et longs. Puis le courant quasi desséché du discours roula quelques formules de politesse, arrondies et sonores comme des galets, et le Hameau se retrouva dans la rue froide et noire avec Monsieur Frédéric marchant à côté de lui. Ainsi tel était Monsieur Frédéric, un grand type maigre et blond avec un sourire servile et d'assez beaux yeux, tel était le discret lecteur de Luther. Il devait être protestant aussi sans doute, et savoir l'allemand. Enfin, il avait de la peine à joindre les deux bouts, puisqu'il ne pouvait acheter ses bouquins. Le Hameau conclut ainsi le signalement du Suisse, et malgré sa répulsion envers le protestantisme, séduit par le germanisme du personnage, lui en voulant toutefois de ses occultations passées et de sa gênante présence dans l'arrière-boutique, un rat. Il se mit au devoir de lui faire la conversation et prépara quelques phrases relatives à la qualité actuelle de l'atmosphère. Mais Monsieur Frédéric, quelle femme remarquable, Madame du Tertre, dit-il. Quelle femme intelligente, quelle personne de goût. Vous la connaissez depuis longtemps, Monsieur Hameau. Le Hameau, dit Le Hameau. Monsieur Le Hameau, depuis qu'elle est installée ici, depuis 1913, si je me souviens bien. N'est-ce pas que c'est une femme très remarquable, n'est-ce pas? Certes, certes. Elle a dû être très belle autrefois, n'est-ce pas? Possible. Quel âge lui donnez-vous? La soixantaine? La cinquantaine? Je ne sais pas. Ah, soupira Monsieur Frédéric. Quelle femme remarquable! Le Hameau se détourna légèrement pour regarder son compagnon. Il était plus petit que lui. Il devait le regarder de bas en haut. Il le regarda parce qu'il s'étonnait qu'il fût si peu intelligent, Monsieur Frédéric, et qu'il pût s'égarer ainsi. Après tout, ses propos tenaient sans doute plus à son manque de tact, un manque de tact suisse, un manque suisse de tact qu'à sa bêtise. Il fallait encore lui donner une chance. Il l'invita au café. Quand il eut bu son bière, il partit alors sur sa piste à lui. Alors, monsieur, vous qui êtes neutre, qu'est-ce que vous pensez des propositions de paix de l'Allemagne? Il posait la question à voix basse pour que les voisins, des oreilles ennemies peut-être, ne l'entendissent point. Monsieur Frédéric, tout bien considéré, jugea bonne l'audace et répondit à voix non moins basse. Les Alliés feraient bien de les accepter. Quel espoir ont-ils maintenant d'obtenir plus que ce que l'Allemagne leur propose? Le Hameau dégusta cette réponse, sourit, se frotta les mains. On allait pouvoir causer. Ce dimanche, Annette l'attendait devant la porte de la rue, appuyée contre la grille. Elle s'était
sécha le vent d'hiver. Bonjour Annette, dit le hameau, comme tu es belle aujourd'hui. Je suis plus belle que les autres fois. Ah oui, dit le hameau, certainement. Savez-vous, monsieur Bernard, pourquoi je suis plus belle que les autres fois? Non, je ne sais pas, dit le hameau. Vous devinez pas? Non, dit le hameau. C'est parce que je sors seule avec vous aujourd'hui, monsieur Bernard. Tu es une délicieuse petite fille, dit le hameau. Il lui tapota la joue, puis brusquement. Où est Polo? Il est malade. Oh non, il est boy scout. Alors le jeudi et le dimanche, on ne le voit plus. Il pense plus qu'à ça. C'est bien ça, dit le hameau, c'est très bien ça. Oh non, ça le rend idiot. On ne peut plus jouer avec lui. Alors on s'en va. Oui, dit le hameau, mais il faut peut-être que je dise à ta sœur que je t'emmène. C'est pas la peine, elle le sait, la dérangez pas. Ils s'enfurent. Elle était trop grande pour qu'il lui donnât la main. Elle était trop petite pour qu'il lui donnât le bras. Ils s'enfurent côte à côte. À quelques mètres de l'arrêt du tram, elle se bandit à son bras et se serra contre lui. Monsieur Bernard, qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Monsieur Bernard, eh bien, mon enfant, j'ai pas envie d'aller au cinéma aujourd'hui. Non, non. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux aller me promener dans la forêt de Montjean. C'est qu'il fait bien froid, dit le hameau. J'aurai pas froid. Bien vrai, bien vrai. Je n'y vois pas d'inconvénient, dit le hameau. Dans ce cas, on va prendre le tram dans l'autre sens. Oh, chic, dit la petite fille. Ils attendirent le tram longtemps, puis ils entrèrent dans la forêt. Ils marchèrent entre des arbres de silex et sous leurs pieds se fragmentaient jusqu'à la poussière des feuilles grises et métalliques. Il faisait bien froid. Tu n'as pas trop froid? Demanda le hameau. Oh non, quand je suis avec vous, ça me tient chaud. C'est vrai, demanda le hameau en riant. Moi aussi, tu sais, ajouta-t-il alors très sérieux. Quand tu es avec moi, je ne pense plus au froid, à la dureté des temps. Vous êtes malheureux, monsieur Bernard? Moi? Non. Pourquoi penses-tu que je puisse être malheureux? Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas heureux, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, je ne cherche pas à être heureux. Mais tu es encore trop petit, trop jeune pour comprendre cela. Dites, monsieur Bernard, oui. Vous l'avez revue la poule de l'autre dimanche, l'anglaise qui était au cinéma. Mais oui, bien sûr, je la vois souvent. Elle travaille à la base anglaise et je suis en rapport constant avec eux. Pourquoi me demandes-tu cela? Vous l'aimez, hein? Mon enfant, dit le hameau, je ne veux avoir avec toi que des conversations de ton âge. Mon âge? Dans un petit peu plus d'un an, je pourrais me marier. C'est ma grande sœur Madeleine qui m'a appris ça. Eh bien, nous en reparlerons dans un petit peu plus d'un an. Dites, monsieur Bernard, si j'avais un petit peu plus d'un an, est-ce que vous m'épouseriez? Le hameau s'arrêta et bouleversa avec sa canne des strates de feuilles mortes très mortes. Mon enfant, je viens de te dire que je ne voulais avoir avec toi que des conversations de ton âge. Moi, je vous épouserai bien, dit Annette. Le hameau ne répondit pas. Vous aimez l'autre, hein? Dit Annette, l'anglaise. Le hameau répondit lentement. Je ne sais pas si c'est cela que l'on appelle aimer. Qu'est-ce qu'on appelle aimer? Demanda vivement Annette. Qu'est-ce que tu en penses? Demanda le hameau en souriant. Moi, je pense tout le temps à vous. J'attends avec impatience la sortie du dimanche et je vous trouve beau, très beau. Alors je l'aime, murmura le hameau. Annette s'enfuit en courant. Le hameau, d'abord étonné, essaya ensuite de la rattraper. Mais avec sa jambe un peu raide, il n'allait pas bien vite.
guerre n'était pas finie, bien sûr. Il l'avait prévu, mais maintenant, tout de même, sa jambe allait mieux, beaucoup mieux. Il pouvait courir, mais il ne pouvait rattraper Annette. Elle se retourna et le vit qui traînait sa pauvre guibole sur les feuilles mortes. Elle eut pitié de sa maladresse. Il lui parut un petit enfant pour lequel le jeu doit avoir des condescendances. Elle s'arrêta. Annette, Annette, qu'est-ce qu'il te prend? Vous ne m'aimez pas, dit Annette. C'est très vilain de bouder. Vous ne m'aimez pas, dit Annette. Mon enfant, ma petite amie, murmura le hameau très vite, courant après ces mots avec maladresse. Tu es ma petite amie, ma petite amie. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui. Tu es tant de choses pour moi. Tu ne peux pas savoir tout ce que tu es pour moi. Tu es une flamme qui m'éclaire, une petite flamme dans la nuit. Tu es quelque chose d'inouï. Je ne saurais pas t'expliquer ça. Une merveille, une merveille. C'est vrai tout ça. Mais naturellement c'est vrai. Et moi aussi je pense tout le temps à toi. Ça c'est pas vrai, dit Annette. C'est pas possible. C'est pas possible, puisque vous pensez aussi tout le temps à l'anglaise. Ça n'empêche pas, affirma le hameau avec l'assurance des grandes personnes qui veulent faire croire aux enfants que le Père Noël existe. Annette sourit. Elle le regardait avec tendresse. D'ailleurs, ajouta le hameau qui venait brusquement de faire une découverte. D'ailleurs, ajouta le hameau d'un air malin, si on se mariait ensemble, comment pourrais-tu devenir une espionne? Tu te rappelles ce que tu m'as dit l'autre jour, que tu voulais devenir une espionne comme au cinéma. Alors, si tu te mariais avec moi, comment pourrais-tu devenir une espionne? Ça n'empêche pas, dit Annette. Ils se mirent à rire, à rire. Ils riaient tous les deux très fort. Apparut alors un homme vêtu d'un gris venimeux et qui poussait une brouette chargée de bois mort. Annette hurla. Un boche, cria-t-elle. C'était un prisonnier de guerre qui faisait son petit boulot bien peinard. Voyons, Annette, dit le hameau, n'aie pas peur, qu'est-ce qu'il te prend? Mais lui-même était surpris. Quel idiot de nous fiche la trouille comme ça! Tu trembles encore, dit le hameau, qui la tenait toujours serrée contre lui. Mais il ne faut pas dire la trouille, c'est vilain. Cependant, le PSG avait stoppé indécis et gauche. Finalement, il se mit au garde à vous et fit le salut militaire. Je m'excuse, dit-il avec les altérations phonétiques d'usage. J'ai fait peur à la petite fille. Je ne vous avais pas vu, je m'excuse. Ça va, mon ami, dit le hameau. Comment? S'écria Annette scandalisée. Vous dites mon ami à un boche? Eh bien, dit le hameau, qu'est-ce que vous foutez encore là? Ça va, rompez. Ça c'est mieux, dit Annette. L'autre était retourné docilement à sa brouette. Vous êtes seul? Lui demanda le hameau. Oui, mon lieutenant. On vous laisse circuler comme ça sans être gardé. Oui, mon lieutenant. Ça ne vous donne pas envie de vous évader? Non, mon lieutenant. Pourquoi non? J'aime la France, mon lieutenant. Il est culotté, remarqua Annette. Le hameau fit signe à l'homme de s'éloigner, et l'homme s'éloigna silencieusement avec sa brouette. Le hameau s'appuya de toute sa hauteur contre un arbre et laissa son regard suivre jusqu'à l'horizon une allée à travers bois. Le jour s'embourbait des premières taches de la nuit.
ce n'était pas Monsieur Frédéric. On attendait Monsieur Frédéric à dîner, mais ce n'était pas Monsieur Frédéric. Le hameau qui lisait en bâillant se leva poliment lorsque Thérèse entra. « Qu'est-ce qui se passe, Bernard ?» demanda Thérèse. « Vous n'êtes pas venu déjeuner dimanche. On vous a attendu jusqu'à 1 heure. Depuis, on n'a plus eu de vos nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis accourue, j'étais inquiète. « Les sénateurs ?» demanda Bernard. « Ce n'est pas lui qui m'envoie. Il veut vous laisser mijoter dans votre jus, comme il dit. Il croit que vous êtes fâché à cause des questions qu'il vous a posées. Tant pis s'il s'est vexé, a-t-il dit. Ce n'est pas à moi de faire des avances. Moi je suis venue, mais ne lui répétez pas. » « Je ne me suis pas vexée, dit Bernard, mais il s'occupe de ceux qui ne le regardent pas. Vous voulez un verre de Porto? Après tout, moi je m'en fous de ce qu'il pense. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis pas allée me faire casser une jambe pour la France. À propos, elle va mieux, ma jambe. Je ne suis pas allée me faire casser une jambe pour que monsieur, mon frère aîné, vienne m'embêter à propos de 2 malheureux gosses à qui je paie le cinéma. Après tout, il n'y a plus de droit d'ANS. C'est un tort d'ailleurs. On l'a supprimé. On voit où ça mène. Je ne suis pas fâchée contre le sénateur, mais dimanche dernier, ça m'embêtait de vous voir, vous, tous les deux. Alors je ne suis pas venue. Vous voyez, je suis franc. Vous auriez pu nous prévenir. Cela m'embêtait aussi de vous prévenir. Vous êtes fâché contre moi aussi. J'étais un peu partie, hein. Je crois que je vous ai fait une déclaration, du moins ça y ressemblait, mais ce n'est pas une raison pour être fâché contre vous. Ce serait plutôt à moi de vous en tenir rigueur. Vraiment, il me semble. Oh bon, passons. Écoutez, Thérèse, est-ce que je ne vous ai pas fait aussi des confidences? Vous m'avez parlé d'une certaine Helena. Suis-je bête? Vous regrettez cette confidence? Oui. Il ne faut jamais faire de confidence, cela abîme les sentiments. Pourquoi? Vous ne l'aimez plus, vous l'aimez moins. Alors, ma chère Thérèse, vous me croyez assez stupide pour vous faire de nouvelles confidences. Excusez mon indiscrétion, tout excusez, mais dites-moi, Thérèse, comment est-ce qu'une femme qui aime? En voilà une question. Mais non, répondez-moi, je ne me représente pas bien ça. Par exemple, est-ce qu'elle pense toujours à l'homme qu'elle aime? Sans doute. Et elle le trouve beau. Pourquoi pas? Alors, quand vous avez épousé sénateur, vous le trouviez beau. Mais certainement. Ah, il y a des tas de choses dans le monde dont on ne se douterait jamais. Vous, je ne vous trouve pas beau, par exemple. Vous en doutiez-vous? Vous êtes rosse alors. Il faut vous remettre à votre place de temps en temps. Cela vous sera difficile. Supposez que jusqu'à votre rosserie, c'était pour vous faire plaisir que je vous ai dit cela. Supposez que jusqu'à ce moment-là, je n'ai fait que de me moquer de vous, hein. Supposez cela, alors que devient votre rosserie. Cela me fait rire, comme fait mon optimiste frère. Je ne vous trouve pas beau, mais je ne vous trouve pas très intelligent non plus. Vous ne m'aimez pas, quoi, comme vous dites. Alors pourquoi êtes-vous venu me faire part de vos inquiétudes? Je voulais simplement vous annoncer que Charles venait en permission pour les fêtes. Il arrivera le 24. Je le sais, il m'a écrit. Vous viendrez dîner le jour de Noël. Avec plaisir. Et voilà vos inquiétudes réduites aux justes proportions d'une invitation à dîner. Simple, n'est-ce pas? Alors à lundi. Elle se leva. Selon vous, Thérèse, qui sont ces 2 enfants que j'emmène au cinéma tous les dimanches? Je n'en sais rien. Mais n'oubliez pas leurs étrennes, ni leur arbre de Noël. Merci, j'y penserai. Elle s'enfuit. C'est joli ces bottines montantes, remarqua le hameau pour lui-même, mais cela use du cuir et on en a besoin pour l'armée. À la porte on sonna. Peu après, monsieur Frédéric entra. Fit ce dernier en s'essayant à une diction grivoise telle qu'on s'imagine
bonne soupe chaude à vous brûler la gueule avec des yeux de beurre et des végétaux entiers. Lorsqu'il le vit s'estomper derrière la fumée qui s'échappait du cratère de son assiette et se présenter comme une apparition évoquée par les prestiges de la magie cérémonielle, lorsqu'il vit cet homme qu'il connaissait à peine occuper cette place en face de lui, il demeura béant, le bras levé, immobile, la cuillère à la main. Monsieur Frédéric le regarda étonné. Ses lèvres remuèrent. Le hameau les voyait suspendus dans le brouillard potagineux. La voix demanda: il y a quelque chose qui ne va pas. La cuillère descendit vers la fournaise et plongea dans le bouillon. Ce n'est rien, dit le hameau, rien. Fameuse cette soupe, de la bonne soupe normande aux légumes. Dites-moi, la fondue suisse, qu'est-ce que c'est? Monsieur Frédéric lui en fournit la recette. Dans la salle à manger de style Émile Loubet, une ombre subsistait. Sur la cheminée entre deux bronzes de Barbedienne, il y avait un objet qui avait été fabriqué avec des fleurs d'oranger. Ce n'était pas une ombre, ce n'était pas un fantôme, un vrai fantôme. Il n'y a pas beaucoup de maisons hantées au Havre. C'était quelque chose de beaucoup plus pesant, quelque chose qui se trouvait dans le hameau lui-même, une épaisseur de passé coagulée dans sa mémoire, la trace phosphorescente d'un être décédé, un caillot de souvenir. Depuis la mort de sa femme, le hameau n'avait jamais admis aucun être vivant à sa table, ni parents, ni amis, ni supérieurs, ni ennemis, ni voyageurs. Depuis plus de 13 ans, ne s'était jamais assis ici un seul convive, et c'est toujours dans la solitude que le hameau s'était ici livré aux actes de la mendication et de la déglutition. La salle à manger était de style Émile Loubet, un style intermédiaire entre le Félix Faure et l'Armand Falière, très petit bourgeois par un certain côté, très petit chinois par un autre, et sentant à planer le gaz démocratique. Mais le hameau s'en moquait bien, il se souciait pas mal des styles. Sur la cheminée, il y avait une couronne de mariée, tout simplement. Monsieur Frédéric était donc assis à cette place qui fut celle de son épouse, de la jeune fille qu'il aima et qu'il rendit femme, de celle qui était peut-être mère lorsque l'incendie la dévora. Le hameau éprouva une brusque et violente répulsion. Monsieur Frédéric le dégoûta. Cependant, réfléchissant, il en vint à admettre qu'il y était bien lui-même pour quelque chose. Son aversion soudaine pour monsieur Frédéric en diminua d'autant, mais la gêne qui lui serrait doucement le gosier ne fit que s'en accroître. Percevant le trouble, mais trop lourd pour en découvrir la cause, son hôte comprit toutefois qu'il était d'une élémentaire tactique d'entretenir la conversation tombée au rang de demi-mondaine, et monnayant ses connaissances en élevée théologie, passa de la fondue aux vaches à l'hôtellerie, à la tuberculose et à la neige. Monsieur le hameau laissait dire, ne fournissant pour sa part que l'aumône de quelques grognements sans signification appréciable. Après le potage, on servit du ragoût. Après le ragoût, le hameau se sentit mieux, car il aimait le ragoût. Après le fromage, il se sentit encore mieux, car il aimait le fromage. Après le calvados, il se sentit tout à fait bien. Amélie desservit la table et disparut. Il se sentait maintenant tout à fait bien. Il avait envie de causer sérieusement avec monsieur Frédéric et se réjouissait d'avoir enfin trouvé quelqu'un devant qui il pourrait parler en toute franchise. D'un coup de langue, il fit résonner le fumet du calvados, puis il dit: qu'est-ce que vous pensez de cette intervention du président Wilson? Les buts de guerre des belligérants, de quoi se mêle-t-il? Voulez-vous me le dire? Il veut brouiller les cartes. Les buts de guerre des belligérants, tout le monde les connaît. Pour la France, c'est de reconquérir l'Alsace-Lorraine. Pour l'Allemagne, de conquérir le
cela, ce serait de vous dégoûter de tout. Je vous étonne. Vous ne devez jamais avoir entendu un Français parler comme cela. Naturellement, je vous dis tout cela entre nous. Bien sûr, dit monsieur Frédéric. Vous voyez, monsieur Frédéric, il y a une chose dont j'ai horreur par-dessus tout, c'est de la République française. Les radicaux socialistes, bois, les francs-maçons, les juifs, les syndicats, bois, l'éducation laïque, les instituteurs, les ouvriers conscients et organisés, bois, la liberté, l'égalité, la fraternité, bois. Qu'est-ce que vous en dites? Et la démocratie, bois. Tout cela me fait vomir, monsieur Frédéric, tout juste vomir. Vous êtes royaliste alors, monsieur Le Hameau? Royaliste? Qu'est-ce que c'était que les Bourbons, des Juifs? Regardez leur nez. À quoi cela nous avancerait d'avoir un roi? Ce serait du pareil au même. Tout cela, c'est de la gnognotte. Moi, monsieur Frédéric, je vais vous dire ce qu'il faudrait à la France pour la sauver du désordre et de la décrépitude. Mais naturellement, tout cela, c'est entre nous. Bien sûr, dit monsieur Frédéric. Non, dit monsieur Le Hameau. Il se leva et alla se verser un autre verre d'alcool. Encore un peu de calva, monsieur Frédéric? Non, merci, pas pour moi. Petite nature, murmura Le Hameau. Comment? Demanda monsieur Frédéric. Je disais non. Je ne peux vraiment pas. Je ne peux pas continuer à vous dire tout ce que je pense. Tout de même, c'est très grave en ce moment de ne pas penser comme tout le monde. Je pense des choses trop exceptionnelles, trop risquées. Avec force. Monsieur Frédéric, est-ce qui me garantit votre discrétion? Monsieur Frédéric hésita, puis... Mais, monsieur Le Hameau, ne me dites que ce que vous jugez bon de me dire. Je ne voudrais pas avoir l'air de vous pousser à des confidences. Des confidences, oui, des confidences. Le Hameau demeura rêveur. Helena. Prochain rendez-vous lundi. La posséderait-il? Posséder, quel mot? Posséder une femme. Helena. Monsieur Frédéric comprit qu'il avait aiguillé son hôte sur une divergence. Il lui remit le grappin dessus. Après tout, dit-il, je prendrais bien encore un petit verre de cet excellent Calvados. Il est fameux, hein, dit Le Hameau. Les Boches n'en boivent pas de comme ça, ni les Français d'ailleurs. Il n'y a qu'en Normandie qu'on en trouve du pareil. Il se rassit en soupirant. Après tout, dit-il, la France, qu'est-ce que c'est? La France, c'est le pays des Francs. Qu'est-ce que c'était que les Francs? Des Allemands. Au fond, le mot France est synonyme du mot Allemagne. Curieux, et remarquez encore autre chose. Quel est le plus beau produit de l'art français? L'architecture gothique, incontestablement. Qu'est-ce que c'était que les Goths? Encore une fois des Allemands. D'ailleurs, nous autres Normands, nous descendons des Vikings. Vous savez que l'année prochaine, on célébrera le 4e centenaire de la fondation du Havre. Bon, se dit monsieur Frédéric, le voilà encore qui s'égare. Non, dit monsieur Frédéric, je ne savais pas. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, il me semble qu'il y a tout de même quelque chose de paradoxal dans vos théories. Je me demande si vous ne voulez pas vous moquer un peu de moi. Pas du tout. Je pense absolument tout ce que je vous ai dit. Et même au-delà, monsieur Frédéric, me jurez-vous le secret? Monsieur Le Hameau, monsieur Frédéric, je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que monsieur Frédéric, monsieur Frédéric, vous pouvez être sûr de moi. Vous connaissez la devise, taisez-vous, méfiez-vous. Monsieur Le Hameau, je serai discret. Vous le jurez? Je le jure. Ah. Le Hameau fit ah, puis il fit encore ah. Et lorsqu'il eut fait ah, il reprit. Eh bien, monsieur Frédéric, vous savez ce qu'il faudrait pour sauver la France de la
ce qu'il faudrait. Ah, Monsieur Frédéric fit ah, puis il fit encore ah, ah. Monsieur Frédéric était très intéressé. Bernard arriva le dernier chez son frère. La première personne qu'il vit fut Adolphe. Pouah, pensa-t-il, puis il aperçut Laly avec ses quartz, ses perlouses et son gros derrière, puis Thérèse qui croisait les jambes, ah oh ah, et montrait la partie inférieure de ses mollets gainés de cuir lacés haut, puis Sénateur qui exultait, puis Charles. Il se précipita sur ce dernier et lui donna l'accolade. Il avait toujours aimé son neveu. Il était content de le revoir. Il l'agitait par les deux épaules et son visage prenait la forme du masque de la joie. Après avoir assez perturbé son comportement pendant 100 à 150 secondes environ, il alla s'asseoir dans un fauteuil et demeura silencieux. Il fixait au centre de sa mémoire une oreille. Il entendait dans le lointain le cousin suisse bouillonner de jusqu'au bouddhisme et tenter de faire raconter à Charles ses exploits guerriers. Sénateur qui l'encourageait, Thérèse et Laly qui bavardaient parallèlement. Tout ça, ça faisait du brouhaha, mais un brouhaha peu solide et qui ne l'offusquait point. Il l'écoutait sans que cela troublât l'image qui l'enchantait, au contraire du chien qui bouleverse son reflet en buvant l'eau qui le mire. Mais ces borborigmes de l'espace n'étaient en aucune façon des échos de sa rumination. L'oreille gardait sa netteté, le charme de ses courbes, le fini de son dessin, une oreille petite et délicate et jeune, croquante et nacrée, câlinement serrée contre la paroi du crâne, une fleur de chair merveilleuse et translucide. Helena, 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 Helena. Ils se sont promenés cette fois-ci sur le haut de la falaise. Il faisait toujours un beau temps gris d'hiver, un ciel de neige avorté, un vent sec écorchait la peau. Ils marchent lentement le long de la terre sectionnée. En bas poudroie la mer. Ils commencent par épuiser la conversation courante, celle qu'on trouve dans les manuels bilingues. C'est aujourd'hui Noël. Noël, c'est une histoire de pudding et de boudin, un prétexte à mangeaille, quoi. Helena se déclare agnostique. Son père avait été un athéiste militant et sa mère, en France, élevée laïquement. Lui, il a été à la messe ce matin. C'est beau la messe. Les chants, l'odeur plus que pharmaceutique, la discipline pour le peuple. Noël, mais c'est le jour anniversaire de la naissance du Christ. S'il a existé, Helena en doute fort qu'il ait existé. Elle croit là-dessus son alcoolique de père, qui en connaissait au moins 36 raisons pour qu'il n'ait pas existé. Drôle de conversation, on ne la trouve pas dans les manuels. Sur l'eau en bas il y a des bateaux, mais on ne va pas encore parler des transports et de la guerre. Il la prend par la taille. Il retourne à la conversation courante, celle qu'on trouve dans les manuels bilingues. Il lui dit « je vous aime ». Mais non, il n'est pas retourné à la conversation courante. C'est un « je vous aime » à lui différent des autres. Des autres « je vous aime ». Ils s'embrassent. Sa langue à elle est comme une petite bête humide qui sortirait d'un bain tiède et charnu. Elle se débat contre la sienne pour être mieux docile. Il tient son corps serré contre le sien, mais c'est un corps tout vêtu et tranché, il fait si froid. Même pour s'embrasser, il fait très froid. Leurs lèvres se séparent et le vent glisse entre leurs visages comme un couteau. Il lui dit « Je vous aime, Helena. Venez chez moi, vous ne voulez pas venir chez moi. C'est très raisonnable, il fait si froid. » Mais non, elle ne veut pas venir chez lui. Il fallait s'y attendre. Il juge sa demande brutale. Mais pourquoi ne veut-elle pas venir? Il le lui demande. Elle ne répond pas à sa question, et c'est elle qui maintenant dit « Je vous aime » et qui l'embrasse.
ses yeux et ses doigts se crispent sur le drap de l'uniforme. C'est très beau tout ça, mais ne couchera-t-il donc jamais avec elle? Jamais, jamais, jamais. Leurs lèvres se séparent et le vent glisse entre leurs visages comme un couteau. Il lui demande encore une fois si elle ne veut pas venir chez lui. Mais non, elle ne veut pas et lui sourit. Ils reprennent leur promenade, marchent lentement. Il la regarde, qu'elle est belle, et découvre son oreille, petite et translucide. Elena. On se leva pour aller dans la salle à manger. Bernard retint son frère par la manche. Alors, tu as invité le Suisse. Le sénateur s'excusa. Je ne pouvais pas faire autrement. Tous se mirent à croûter, mais chaque chose, chaque geste, chaque incident appelait une allusion au tranché, ou au Boche, ou au Toto, ou à Rosalie. Charles donnait la réplique avec discrétion, souriait parfois gêné, parfois n'avait même pas l'air de comprendre. Adolphe s'étonnait vaguement de ce manque d'enthousiasme et remettait ça avec l'héroïsme, les charges à la baïonnette et les camarades apeurés des adversaires. Ce sont de bons soldats, dit timidement Charles. Pensez-vous, dit Adolphe. Il détale quand il voit Rosalie. Détaler était un mot qu'il avait appris dans le journal, et Rosalie, naturellement. Les hostilités enrichissaient également son vocabulaire. Ces gens-là sont des lâches, dit Sénateur. Il ne faudrait tout de même pas exagérer, murmura Charles. Qu'est-ce que tu dis? Demanda Sénateur. Je dis qu'il ne faudrait pas exagérer. Comment? Ces gens-là ne sont pas des lâches qui brûlent les cathédrales et coupent les mains des petits-enfants. Oui, mais ça n'empêche pas que ce soit de bons soldats au point de vue militaire, tu comprends? Des bons soldats, s'exclama l'Adolphe, mais il les a eus, notre Joffre. Bernard commençait à trouver cette petite discussion fort divertissante. Mais, demanda-t-il d'un air distrait, est-ce qu'il ne vient pas d'être limogé, notre Joffre? Et il ajouta, d'ailleurs, s'ils étaient aussi mauvais soldats que vous le dites, qu'est-ce qu'il faudrait alors penser de nos poilus qui n'ont pas encore réussi à les bouter hors de France? S'ils sont des lâches, que sont alors les Français qui ne parviennent pas à les battre? Ce sont incontestablement d'excellents soldats, courageux, disciplinés, etc. On savait qu'avec Bernard, on pouvait s'attendre aux propos les plus scandaleux, les plus extravagants, mais cette fois-ci, il dépassait toute mesure. Le violet de l'indignation vint mugir dans les artères d'Adolphe. Mon oncle a raison, dit Charles avec assez d'assurance. Sa croix de guerre lui donnait tout de même bien le droit de parler, mais la consternation écrabouilla des visages. Vous êtes excusable, conclut un Bernard très condescendant. Il n'y a que des combattants pour comprendre que l'on peut avoir de l'estime pour son adversaire. Il ne poursuivit point son avantage et l'on parla d'autre chose. Et l'on évita par-dessus tout les questions de stratégie et de politique extérieure. Avec un type comme Bernard, c'était prudent, sinon les choses se seraient finalement gâtées. Quant à Charles, il se félicitait qu'on lui foutût enfin la paix. Il en gardait pour Bernard quelque reconnaissance. Et Bernard, satisfait de son triomphe, ne se souciait plus de dérouter les naïfs. Lorsqu'ils se sont quittés, elle lui a dit qu'elle craignait qu'on ne la renvoyât en Angleterre. Personne n'ignorait qu'elle sortait avec lui. C'était déjà courageux de sa part, audacieux, risqué de sortir avec lui. Elles étaient très tenues, la discipline était très sévère, et si on la renvoyait en Angleterre, non, on ne la renverrait pas en Angleterre. Et si on la renvoyait en Angleterre, alors ils s'écrieraient sans doute, et après la guerre ils pourraient se revoir. Cet après la guerre le faisait maintenant sourire. Pas plus là-dessus que sur le reste, il ne voulait se faire ce qu'il appelait des illusions. Si elle retournait en Angleterre,
l'océan l'absorbe même s'il se raccroche à quelque autre rocher, à quelque autre navire. Le délicat coquillage de son oreille tremblait au fond de sa mémoire. Hélène, 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 Hélène. Elle serait perdue. L'absence s'enflerait de toutes les catastrophes et dans la masse opaque des malheurs du monde, cette séparation se perdrait indiscernable. Elle serait engloutie. Il l'aimerait ou il ne l'aimerait plus. Ridicule, l'image d'une rencontre future en des temps pacifiques. L'histoire écrasait le roman de sa patte épaisse. Il sourit avec mépris. Il est de nouveau assis dans un fauteuil, un verre à la main. Après dîner sont venus des invités. On montre les permissionnaires, on exhibe le héros. Il y a l'allée du Planchet, les Saqueville, les Poussinets, d'autres encore. Sénateur fait monter du champagne, lequel pète. On ne s'embête pas à l'arrière, dit Bernard à son neveu qui passe près de lui. Mais Charles disparaît aussitôt ravi par quelques jeunes femelles. Il sourit avec mépris. Thérèse s'approche de lui. Il se lève poliment pour lui offrir son fauteuil. Il tire une chaise près d'elle. Vous êtes-vous souvenu de mon conseil lui demande-t-elle. Vous m'avez donné un conseil à propos de ces enfants. C'est vrai, oui, je vous remercie. Je leur ai donné des jouets splendides. Vous connaissez leurs parents? Oui. Il a passé toute la soirée chez la grande sœur Madeleine à boire de la bénédictine avec des officiers anglais et des amis de la grande sœur Madeleine. Les enfants riaient au milieu de leurs jouets, c'était très chaste. Puis les enfants se sont endormis au milieu de leurs jouets. Polo le premier. Le hameau portait Annette dans ses bras jusque sur son lit. La grande sœur Madeleine l'a déshabillé. Lui, il est sorti de la chambre sans regarder. Puis tout le monde est monté voir les enfants dormir et chacun s'attendrit. Après, on a recommencé à jouer du phono, on a dansé, c'était moins chaste. Le hameau avait même, croyait-il, embrassé Madeleine, mais par gentillesse simplement. Une auto de la base l'a ramené chez lui. Il avait passé une bonne soirée. Ils n'ont pas de parents, dit Bernard. Alors, comment pouvez-vous les connaître? Évidemment, quand je vous ai dit oui, ce n'était pas tout à fait exact. Passons. Thérèse, s'il ne m'est pas possible de vous parler des parents de ces petits-enfants, j'ai pourtant une nouvelle à vous apprendre. Je ne sais pas si elle vous intéressera. Vous êtes la première personne. Il réfléchit. Oui, la première à qui je l'annonce. D'ici peu de temps, ma jambe sera complètement guérie et je pourrai être envoyée sur le front. Vous devez être content, dit Thérèse, naturellement. Il se tut. Et vos amours avec cette jeune fille en uniforme? Demanda Thérèse. Ah oui, je vous ai parlé de cela. Il fixa son oreille. Elle était aux trois quarts cachée par les cheveux. Il n'en pouvait voir que le lobule rose et menu. Ne me regardez pas comme ça, dit Thérèse. Vous me gênez. Pardon. Il se tut. Et c'est anglaise. Eh bien, elle ne m'aime guère. Pourquoi elle ne veut plus vous voir? Oh si, mais elle ne veut pas coucher avec moi. Oh, fit Thérèse. Oh, Bernard, vous ne voudriez tout de même pas que je vous parle comme à une petite fille? Et pourtant, songea-t-il, je sais aussi parler aux petites filles. Non, dit Thérèse, mais vous pourriez vous exprimer moins crûment. Pfff, hypocrisie, cela nous vient encore d'outre-Manche. Pourquoi? Vous méprisez tout ce qui nous vient d'Angleterre. Bonne répartie, murmura Bernard. Il se pencha vers elle. Je l'aime, murmura-t-il, mais dans un mois cet amour sera mort, consumé. Nous serons séparés, nous serons perdus l'un pour l'autre, et tout sera fini. Il y a un incendie qui s'est allumé quelque part et qui s'étend, et qui se propage, et qui brûle tout ce qu'il rencontre. Ils font les soudures, et ce qui n'est pas d'une seule pièce s'écroule démantibulé, en morceaux. Les petits métaux vils fondent tout de suite, mais les autres seront trempés, peut-être. C'est un grand incendie, vous savez, Thérèse. Oui, murmura Thérèse. Il y a de grands bois calcinés où les oiseaux ne
ne reviendront plus. Comme c'était beau, comme c'était triste. Thérèse soupira. Elle sentait en elle se propager des ondes du tympan à la matrice. Elle n'osait regarder Bernard, qui s'était tu. Madame du Planchet s'abattit sur eux comme un gros insecte, un de ceux qui vivent dans les mares et qui s'envolent parfois pour retomber gauchement sur l'herbe n'importe où. L'œil de monsieur Le Hameau junior lui fit un peu peur, mais, ayant été bien élevée, elle engagea tout de suite une conversation plausible. Bernard se leva et lui offrit poliment sa chaise, puis s'excusa, puis partit. D'autres s'excusèrent, d'autres partirent, puis tous. Dans la chambre des Le Hameau senior, Thérèse lit au lit. Sénateur s'apprête à se coucher. Tu as découvert qui sont ses enfants, lui demande-t-il. Non, mais j'ai une idée. Peut-être que ce sont les enfants d'un de ces hommes qui auraient été tués à côté de lui et qu'il est devenu pour ainsi dire leur tuteur. Si c'était vrai, pourquoi ne pas nous le dire? Ce serait tout à son honneur, mais je crains le pire. Il m'a encore appris autre chose. Quoi donc? D'ici peu il repartira pour le front. Sénateur réfléchit. Ça ne lui fera pas de mal. Il était impossible ce soir. Thérèse se remit à lire.